Bonsoir à tous et à chacun et très heureuse de vous retrouver pour le compte de votre émission Le Rendez-vous, les rendez-vous pour parler de sujets qui préoccupent au plus haut point. L'actualité reste dominée par les manifestations de l'opposition réprimée du samedi 20 mai 2023. Le bilan de l'opposition, la vague de réactions dans la sphère politique et puis l'annonce de l'accusation des dirigeants de l'opposition par le gouverneur de la ville de Kinshasa. Voilà, c'est le sujet qui préoccupe au plus haut point jusque-là. Mais parler du gouvernement, les actions du gouvernement, autre actualité, ça sera développé tout au long de cette émission. Pour ce numéro, nous avons le plaisir de recevoir, pour nous entretenir en même temps, avec M. Albert Ambana Maté Zimbombo, qui est président de la société civile citoyenne. Il est aussi l'auteur de l'ouvrage intitulé « Décentralisation politique et administrative », rétrospective d'un processus laborieux et délicat en République démocratique du Congo. Monsieur Albert, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci bien. En forme? Oui, ça va. Ça fait un bail? Oui, on est là. On est là. Voilà, les opposants ont pris d'assaut le rue de la capitale comme prévu, convenu, le 20 mai passé. Quelle est votre réaction par rapport à cette marche? Bon, moi je voudrais d'abord porter une précision. Il y a eu des personnalités qui ont marché. Nous devons faire le distinguo entre ceux qui font l'opposition et ceux qui se servent de l'opposition. Nous devons faire le distinguo parce que je crois que dans ces lots-là, il y a Martin Fayulu qui a une bonne raison d'aller à l'opposition et qui fait l'opposition. Mais il y en a d'autres qui se servent de l'opposition. Donc, il y avait vous Moïse savez, Katumbi, Denis Sessanga, oui, Matata Pogno, oui. Bon, Denis Mukwege et aussi de la partie, bien qu'il a Mais vous voyez, lui n'est pas venu avec eux, hein, n'est pas venu, il n'a pas voulu se noyer dans cette mare aux prédateurs. Je regrette que Martin Fayulu ait dilué son combat dans cette mare aux prédateurs. Parce qu'au fait, ce sont des prédateurs sur l'opposition caviar. Hein. Il n'y a vraiment pas de gens sérieux, il n'y en a pas beaucoup, mais je regrette vraiment que Martin Fayulu ait dilué son combat noble dans cette mare aux prédateurs. Mais nous sommes en démocratie, marcher, protester pour fustiger une réalité, ce n'est pas mauvais du tout. Oui, on peut bien le faire, il y a de bonnes raisons de le faire, mais je me dis, ben, pourquoi n'ont-ils pas respecté l'itinéraire? Non, je crois qu'il y a là un problème de l'opposition. Je m'en souviens une autre fois, Jean-Pierre Bombaka, il était dans la Mouka. On a dit il ne marchait pas, mais quand il est sorti, j'ai vu des gens derrière lui. Mais instrumentaliser les gamins dont vous aviez approuvé les parents pour qu'ils se retrouvent dans la rue, vous leur donnez 5 dollars, je ne sais pas, 5 000 francs pour qu'ils puissent marcher, c'est simplement, je dirais pas seulement criminel, mais je trouve que c'est même satanique. Mais comment avez-vous jugé l'action de la police qui a pratiquement réprimé cette marche dans les sangs, la marche? Oui, je crois qu'il y a toujours eu le manque de professionnalisme dans notre police. Maintes fois, il y a comme ça des bavures, c'est regrettable. Mais je ne pense pas que ce soit vraiment une volonté expresse du pouvoir de vouloir arriver à cela. Même si de la part de l'opposition, il y a eu délibérément une action pour essayer d'attirer un peu l'attention de la communauté internationale. On laissa l'itinéraire pour créer des incidents, pour un peu essayer de gonfler l'événement. La marche de l'opposition passait pour la première expression de la démocratie en RDC, prônée par les chefs de l'État. Absolument, absolument. Mais pourquoi ne pas respecter l'itinéraire si vraiment on veut marcher et qu'on a suffisamment de gens qui peuvent comme ça soutenir une telle cause? Je crois qu'il y a là un déficit de leadership du côté de l'opposition. Et comme je le dis tout à l'heure, là, je regrette que Martin Fayulu ait dilué son combat dans cette mare aux prédateurs. Voilà, le gouverneur promet de traduire les organisateurs de la dite marche en prison. Vous êtes d'accord ou pas avec lui? Les traduire en justice? Voilà. Non, vous savez, un État... Pourquoi, entre autres, parce qu'ils n'ont pas respecté l'itinéraire. Oui, écoutez, la force est à la loi, ce n'est pas aux individus. Hein. Je crois que quand quelqu'un transgresse une loi ou un règlement,
il est tout à fait normal que les sanctions prévues soient appliquées. Donc, pour le cas d'espèce, je crois qu'il a tout à fait raison. C'est opportun d'imposer aux marcheurs l'itinéraire? Ça se passe toujours comme ça à travers le monde. Vous devez respecter l'itinéraire. C'est ça, vous avez le droit de vous exprimer, d'exprimer votre... Ils ne sont pas libres de prendre d'assaut les points chauds de la capitale? Non. Il y a toujours l'itinéraire qu'on doit respecter absolument. Quand on vous autorise, vous devez respecter l'itinéraire. C'est ça. Et si vous allez à l'encontre là, vous vous heurtez à la violence légitime de l'État. Et c'est ce qui est arrivé, malheureusement. Il y a eu des gens qui sont blessés et ça, c'est regrettable. Cette même opposition promet encore un sit-in dans la ville devant la Commission électorale nationale indépendante, sauf imprévu le jeudi. Êtes-vous d'accord avec la démarche? C'est leur droit le plus absolu. C'est leur droit. Tout le monde a le droit de protester, c'est leur droit. Je crois qu'ils ont tout à fait raison. La CENI a procédé à l'audit du fichier électoral, mais il y a aussi des réactions qui viennent de partout pour fustiger la façon de procéder aussi de la centrale électorale. Nous allons parler de ça tout au long de cette émission, mais puisons d'abord le nécessaire par rapport à la marche. Le chef de l'État, selon d'aucuns, a ainsi raté son tout premier rendez-vous avec son destin de démocratie pour la première fois en 5 ans, faisant toujours allusion aux conséquences de la marche de l'opposition, où il y a eu beaucoup de bavures policières. Non, je crois que... Même si l'itinéraire n'a pas été respecté, ce n'est pas une raison de commettre de bavures. Non, j'ai dit tout à l'heure que je faisais toujours fustiger le manque de professionnalisme de notre police, mais aussi, il est aussi vrai que faut voir qui ont pris part à cette marche-là. Pour la plupart, ce sont des gamins, des mineurs. Hein. Les mineurs n'ont pas de retenue pour certains faits. Hein. J'en ai vu comme ça dans de vidéos qui lapidaient les policiers, vous comprenez? Donc, il y a eu comme ça des actions qui ont suscité aussi la réaction ou a suscité la violence légitime de l'État, parce que l'État organisateur de la société, c'est lui qui a le monopole de la violence. C'est regrettable que ce soit arrivé, mais c'est comme ça. La population a haussé le ton, la population a déploré, pas que la population de Kinshasa, mais presque de partout ailleurs, la prestation de policiers congolais le samedi 20 mai 2023 à Kinshasa rappelle encore les exactions subies par les Congolais sous le régime précédent, avec accent d'une police qui déploie des biceps en surnombre sur un gamin en plus. Oui, je dis simplement que je regrette que notre police puisse manquer de professionnalisme, mais aussi je regrette que ceux qui se veulent politiciens puissent comme ça instrumentaliser les gamins, des mineurs, pour des fins politiques. Je le regrette infiniment. Voilà, docteur Denis Mukwege, qui est aussi un grand opposant, a dit ceci: un État qui dénie à ses citoyens la liberté de se réunir à la veille des élections risque une dérive dictatoriale. Votre réaction? Que je sache, on n'a pas empêché, on a autorisé, mais il y a eu des dérapages et ils sont suivis des actes de violence que nous déplorons tous. Mais je crois qu'il n'a pas empêché l'opposition de manifester. L'opposition a été autorisée de marcher. Mais il y a eu des dérapages, c'est regrettable, mais on n'a pas empêché que je sache. Il n'y a pas que lui, il y a beaucoup de Congolais, entre autres les défenseurs de droits de l'homme, qui sont montés au créneau pour dénoncer les violences policières. Oui, c'est-à-dire, on se rendra compte que cette violence est arrivée par la suite du manque de respect des engagements de la part de l'opposition qui n'a pas respecté l'itinéraire. Et qu'en réaction, il y a eu peut-être des actions démesurées. Et là, je le dis encore une fois de plus, je déplore le manque de professionnalisme de la police. Mais bon, qu'à cela ne tienne, je crois que la prochaine fois, les uns et les autres devront tirer des leçons pour qu'il n'y ait pas de dérapage, qu'il n'y ait pas de casse et que la police fasse correctement son travail. Marche ayant débouché à des incidents très très déplorables, qu'est-ce qu'il faut vraiment pour
redorer ou changer l'image de notre police? Bon, il n'y a pas que la police. Hein. J'ai toujours dit que nous avons un État à refonder. Tous les secteurs stratégiques de la vie nationale devront être, comment dirais-je, subir des réformes. Il y a une réforme de la police qui dure depuis 3-4 ans, qui est en cours. Je crois qu'à l'issue de cette réforme, l'on pourra avoir une police un peu plus professionnelle. Je crois bien. Voilà, nous avons appris ce lundi 22 mai 2023 que le chef de l'État, les garants des institutions, est au chevet des victimes de la marche de l'opposition. Oui, ça va de soi, hein, parce qu'un père de famille ne peut pas accepter, quel que soit qu'un enfant ou un des membres de sa famille soit dans l'état où se trouvent les victimes de la violence et des bavures de l'opposition de la police. C'est simplement regrettable. Il va de soi que le chef de l'État puisse les assister, les consoler. Ça va de soi. Voilà, ça prouve à suffisance que le chef de l'État ne tolère aucunement la violation des droits de l'homme. Absolument, il ne peut pas accepter. Je crois que les policiers devront, parce qu'ils manquent de professionnalisme, répondre de leurs actes qu'ils ont posés, malgré que c'était une marche autorisée. Mais s'il y a eu des bavures, les gens devront répondre individuellement de leurs actes. Ça va de soi. Les policiers plutôt qui ont commis de bavures sont déjà arrêtés. Ils vont subir la rigueur de la loi. Ça, c'est à saluer déjà. Absolument. De la même façon que les policiers devront répondre de leurs actes, il va aussi de soi que les organisateurs de la marche qui n'ont pas respecté l'itinéraire répondent aussi de leurs actes. Ça va de soi. Voilà, nous allons évoluer. Processus électoral, la Commission électorale nationale indépendante, CENI, vient d'entreprendre l'audit interne du fichier électoral, mais l'opposition n'est pas du tout d'accord. Pour l'opposition, l'audit du fichier électoral devait être assuré par un cabinet international réputé en guise de la fiabilité. Ça vous inspire quoi? Oui, dans un premier temps, il était dit que la francophonie, hein, l'Organisation mondiale de la francophonie, puisse organiser l'audit du fichier électoral de la RDC. Il y a des voix qui se sont levées pour s'opposer à cette initiative, étant donné que cette institution est tenue par une main rwandaise. Et avec tout ce que nous connaissons comme antécédent entre nous, le Rwanda, on avait décliné cette offre, bon, qui est l'expertise interne. Moi, je ne vois pas d'inconvénient. Mais pourquoi pas des experts extérieurs ou indépendants comme souhaité par d'aucuns? J'aurais bien voulu que ce soit des experts indépendants, mais bon, peut-être aussi problème de moyens. Je ne sais pas, mais je crois que pour auditer les fichiers électoraux. Pourvu que nous ayons des élections apaisées, je ne vois pas pourquoi le pouvoir n'accepterait-il pas que l'audit interne soit faite, parce que je ne vois pas du côté de l'opposition quelqu'un qui puisse émerger comme c'était la fois passée où on a vu Jean-Pierre Bemba contre Kabila, où vous sentiez que Jean-Pierre Bemba avait une certaine ascendance de la population. Avec Tshisekedi, il avait une certaine ascendance, mais aujourd'hui, je ne vois pas. Je crois que déjà, avec la marche et l'attitude des Kinois, le 20 mai, vous devez déjà comprendre que je ne vois pas pourquoi ils auraient peur. Donc pour moi, une audit interne, une audit externe aurait apaisé les esprits, parce que je crois qu'il y a plus de peur que de mal. Hein. Voilà, vous êtes de la société civile, la centrale électorale est à pied d'œuvre. Me sentez-vous qu'il y a vraiment une confiance entre le parti prenant au processus électoral? Bon, écoutez, je ne sais pas. Est-ce que l'opposition peut présenter d'autres alternatives? Est-ce que ça ne va pas impacter sur le calendrier électoral? Moi, je crois qu'il y a là, parce que nous devons aller, ça c'est l'exigence de l'opposition, nous devons aller aux élections dans le délai constitutionnel. Et puis, on est entré jusque-là.
démarcher dans cette optique-là. Mais vouloir maintenant qu'il y ait d'autres contrôleurs externes, est-ce que ça ne va pas impacter? C'est tout ça, il faut que les gens se mettent sur la table pour essayer de voir comment on peut aller dégager un consensus autour du processus. Il faut à tout prix respecter les calendriers électoraux comme prévu et comme souhaité par plus d'une personne. Mais qu'est-ce qu'il faut faire exactement, M. Albert Angbana? Vous êtes de la société civile, pour qu'on puisse avoir de bonnes élections au pays, que les Congolais aient quand même ces temps de remplir ses devoirs civiques et opérer de choix judicieux. Moi, je crois que le pays a un problème de déséquilibre par rapport au processus électoral. Plusieurs fois, on a organisé des élections vaille que vaille et les conséquences ont été désastreuses. Aujourd'hui, j'ai comme l'impression que le président Tshisekedi est en train de vouloir faire en sorte que les choses, mais c'est toujours l'opposition qui commence à traîner les pas. Alors là, c'est un peu compliqué. Je crois que, à bien dire, on n'aura jamais de consensus autour des actions posées par rapport aux élections parce que les gens ont toujours peur des élections. Ils ont toujours peur de l'échec. Voilà. Donc, il n'y aura jamais de consensus, mais il faudra que l'État organisateur de la société, avec la CENI, sa machine, essaye de convaincre en posant des actes ou des actions qui puissent mettre d'accord tout le monde. Voilà. La CENI, ou plutôt la CENCO et les CC, pas plus tard que la semaine passée, ont haussé aussi les tons dans le sens toujours de réclamer à tout prix qu'il y ait une concertation entre les parties prenantes pour fustiger le faille, à tel point qu'ils ont exigé même à la CENI, pourquoi pas dans un premier temps ne fût-ce que de procéder à la publication de résultats provisoires de l'identification et l'enrôlement. Oui, je crois que la CENCO... C'est pas quand même mal de dénoncer les failles, c'est en guise d'améliorer tout simplement. Je crois que la CENCO a toujours joué un rôle important dans ce processus, dans le processus électoral dans notre pays. Et que, comme je l'ai toujours dit, si l'on pouvait impliquer suffisamment l'Église catholique, je crois qu'on pouvait avoir des résultats qui satisfassent tout le monde. Voilà, l'Église est toujours impliquée, mais la CENI ne fait pas la sourde oreille parce que déjà là, le fichier électoral est audité. Par rapport aux réclamations venant de part et d'autre, l'opposition, l'Église, ainsi de suite, la CENI fait la sourde oreille et camponnée sur sa position, ou bien cette institution d'appui à la démocratie prend quand même en compte les remarques des autres. Mais je crois que... Surtout des parties prenantes. J'ai toujours considéré que cette CENI-là, depuis que Kadima a fait un effort de faire des gestions pour mettre tout le monde d'accord, mais je crois que ce qu'il y a à faire, c'est peut-être demander encore une concertation, mais ne pas arrêter le processus, parce que le processus doit continuer. Nous avons l'obligation de respecter les délais constitutionnels, donc il faudra qu'on s'y mette à temps et puis voilà quoi. Voilà, merci beaucoup pour cet éclairage. Nous sommes en train de nous échanger avec M. Albert Angbana Maté Zimbombo, qui est président de la société civile citoyenne. Voilà, le gouvernement Sama Lukonde 2 est là et les choses semblent évoluer. Il y a moyen de faire un bilan à mi-parcours de ce gouvernement Sama Lukonde 2? Bon, écoutez, où on voit Jean-Pierre Bemba, Vital Kamere, Mboussania Missi et les autres. Bon, écoutez, j'ai toujours dit que nous avons un État en déliquescence qu'il faut refonder. Et cette refondation de l'État passe par des secteurs stratégiques. Je crois que, pour ne citer que les trois là, pour moi, c'est le début de la réforme des secteurs stratégiques. Vous voyez, un homme comme Jean-Pierre Bemba qui est parti d'Inéa pour imposer une armée qui a tenu en échec l'armée gouvernementale, a une expérience dans le domaine de l'armée. Et que s'il est là, c'est pour qu'il puisse refonder
qu'on puisse, comment dirais-je, que les secteurs soient réformés, réformer les secteurs de l'armée. Un économiste comme Vital Kamerhe, je crois qu'il peut avoir une vision de comment réformer les secteurs économiques. Voilà, donc Mboussa Nyamwisi, qui a déjà été ministre de la coopération, moi je crois que nous devrions plutôt regarder dans ce sens-là, plutôt que de voir seulement les postes ministériels. Non, moi je vois plus la refondation de l'État à travers ces secteurs stratégiques, mais avec des mains expertes. Vous conciliez ça ou vous expliquez ça comment? Oui, depuis que Vital Kamerhe est là, au ministère de l'économie, il y a pénurie de maïs au Katanga et dans les Kasaï. Et puis, si on prend Bemba, du côté de Bemba, la guerre à l'est de la RDC, ça continue toujours à donner de la guerre à l'est de la République démocratique du Congo. Ça fait pleurer toujours et la population ne vit pas en toute quiétude, ainsi de suite. Mais vous les applaudissez comment au moment où il n'y a pas quand même, le bilan n'est pas quand même bon jusque-là? Oui, je crois que quand je parle de la refondation de l'État, une réforme, ne se fait pas par un coup de baguette magique. Hein. Donc, il faut d'abord jeter les fondamentaux. Pour la refondation d'un État, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Sinon, ce sont des actions spéculatives sans lendemain. Mais une action qui doit se situer dans le temps doit l'être aussi de manière méthodique et systématique. Je ne vois pas, même en 2 ans, même en 3 ans, on ne peut pas totalement refonder un secteur. Donc, on doit, la refondation ou les réformes dans des secteurs stratégiques est un long processus, mais je crois que nous devrions plutôt regarder du côté des jalons, n'est-ce pas, pour cette réforme. Est-ce qu'on a jeté des jalons qui permettent à ce que les secteurs soient réformés, que l'État soit refondé à travers ces secteurs? La pénurie de maïs, parlons-en, tout, mais quand même, sauf ça. Vous savez, vous m'avez présenté comme étant auteur du livre sur la décentralisation. Voilà. Je crois que plutôt que de réunir 3, 4, 5, c'est pas 6 ministres, les envoyer en mission pour aller chercher du maïs à travers le monde, moi je crois que le maïs c'est une culture saisonnière. Avec la décentralisation, moi qui suis expert en décentralisation, je sais que l'agriculture c'est un secteur qui a été décentralisé. Donc, les provinces auraient dû plutôt produire, on aurait dû plutôt donner de l'argent, faire fonctionner la Caisse nationale de péréquation pour financer les projets de provinces et des entités territoriales décentralisées et mettre fin à toutes ces histoires plutôt que de mobiliser 4 ou 6 ministres qui vont aller chercher du maïs à travers le pays, alors que nous avons nos provinces, ce sont des provinces à vocation agricole. Nous ne pouvons pas dans ce pays-là importer du riz, importer du maïs. On peut bien sûr, mais allez dans l'arrière-pays aujourd'hui. Vous allez dans l'arrière-pays, vous trouvez la jeunesse, tout ce qu'ils fabriquent comme maïs, ils en font le Haguenais qui est en train de consumer, de détruire la population à l'âge de travailler. Vous comprenez? Donc je crois que la décentralisation, c'est la réponse à ce problème de maïs. Donner de l'argent, financer les projets de province et des ETD, on ne peut pas manquer à manger ici parce que, hormis le moyen de transport pour certaines provinces, pour prendre que le cas de l'ancienne province de l'Équateur, mais vous avez le couloir naturel de bateaux qui peuvent nous amener à manger ici et ne pas se rendre, je ne sais pas dans quel autre pays pour aller chercher du maïs, c'est simplement ridicule ça. Mais je crois que la décentralisation, comme je l'ai toujours dit, c'est une réforme pour la refondation de l'État. Une culture saisonnière, en 6 mois, on a l'abondance à Kinshasa, on a l'abondance à Bumbashi. Mais les gens oublient, vous avez toute tendance à tout faire ici à Kinshasa alors que la solution est à vos pieds. C'est la décentralisation, c'est l'intérieur du pays. Donc il faut aussi une bonne politique agricole en RDC. Oui, mais ça se fait à l'échelle de province. Ça se fait à l'échelle de province. Vous avez dans tous ces ministères, dans toutes ces provinces-là, des espaces arables, des hectares
Même ici à Kinshasa, même aux environs de Kinshasa. Hein? Donc, vous voyez, aujourd'hui, c'est bien qu'on ait les gens qui se veulent maintenant opposants, alors que Boukangalose, c'est à quelques kilomètres de Kinshasa, qui aurait dû ravitailler la capitale, mais voilà, on a maintenant des difficultés parce que les gens ont détourné l'argent. Là, ce n'est pas normal. Je crois que nous devons faire confiance. Les gens ont détourné de l'argent, ça appartient au passé. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de relancer autrement? Oui, je disais Boukangalose, là, on peut en avoir dans toutes les provinces. Hein? Parce que Matata Pogno est maintenant à l'opposition. Je le salue, mais je crois que le peuple n'a pas oublié ce qu'il a fait. Mais je me dis, on pouvait voir des parcs agro-industriels dans toutes ces provinces-là et nous allions exporter. Parce que partout là, nos provinces sont des espaces arables. On peut produire, parce que les riz et les autres histoires qu'on nous envoie ici. Mais ces gens-là n'ont même pas de terres que nous avons. C'est un problème d'organisation. Remettez au pouvoir les provinces, comme prévu par les textes, à travers la décentralisation. Les provinces vont produire et chercher aussi des gouvernants qui répondent au profil, plutôt que de prendre des politiciens qui croient qu'ils vont en province pour s'enrichir. Et les opérations retour que nous avons connues par le passé dans ce pays-là. Donc je crois que... La réalité de la crise de la pénurie de maïs n'est pas liée à la crise alimentaire mondiale? Non, pas du tout, pas du tout. Même si c'est cela. Mais nous sommes en mesure de nous en passer parce que nous avons tous les atouts. En 6 mois, on peut inonder les grands centres de consommation à travers le pays avec le maïs, avec du riz, avec tout ce que vous voulez. Hein, et puis du riz de qualité. Non, mais là, ce sont des préoccupations élémentaires que l'État congolais n'arrive pas à donner des solutions pour permettre aux fils que les Congolais de manger à leur faim. Parce que vous voyez, avec le maïs, nous vivons de ça. C'est l'aliment de base des Congolais. Mais pourquoi tout ça, même de besoins élémentaires, l'État congolais n'arrive pas à trouver de solutions à ces problèmes, par exemple? Moi, j'ai suivi dernièrement le chef de l'État dire qu'on devra tout faire pour que la Caisse nationale de péréquation devienne opérationnelle. Mais jusque-là, il y a des ministres qui ne facilitent pas la tâche à la Caisse nationale de péréquation parce que c'est la Caisse nationale de péréquation qui devra financer les projets des provinces et des entités territoriales décentralisées pour qu'ils puissent, par exemple, organiser des campagnes agricoles et mettre fin à des telles pénuries. Mais aujourd'hui, on tourne encore à rond. Moi, je crois que la décentralisation, à travers la Caisse nationale de péréquation, qui a, que je sache, de l'argent aujourd'hui à la Banque centrale, mais qui n'arrive pas encore à actionner cet argent pour commencer à financer les projets des provinces et des ETD et mettre fin à tout ça. Ce sont des blagues. Dans ce pays-là, on va importer du riz et du maïs, c'est pas normal. Voilà. Vous, personnellement, vous avez aussi des échos du projet de développement de 145 territoires? Oui, pas plus tard qu'hier, j'ai reçu dans mon bureau quelqu'un qui est venu de chez moi, de Boudjala, qui m'a dit qu'il y a des engins qui arrivent, qu'il y a des constructions qui sont en train de se faire. Donc je sais que, en tout cas, ça a commencé un peu partout. Ça a commencé, effectivement. Dans l'arrière-pays, et c'est ça que nous voulons. Qu'on puisse penser à l'arrière-pays, que l'arrière-pays puisse produire. Comme ça, nous ici, on consomme. Voilà. Donc, on peut parler de ce projet positivement dans les provinces respectives de la RDC? C'est un projet qui est effectif. Effectivement, il y a des engins qui arrivent, il y a des maisons qui sont construites, des édifices, ainsi de suite. En tout cas, ça va, ça va. Mais il y a aussi de ces provinces où, jusque-là, on n'en parle même pas. Ils savent même pas de quoi il s'agit. Non, non. Peut-être que... En tout cas, ça a commencé partout, sauf qu'il y en a d'autres, peut-être que les engins sont en cours de route, mais sinon, c'est effectif. Ça s'exécute à pas de tortue. Oui, mais écoute, ce sont des grands projets qui ne pouvaient pas se faire en une année. Des grands projets, mais ce n'est pas l'argent aussi qui manque pour exécuter ces grands projets. Non, non, on a déjà libéré la première phase qui est déjà la première phase pour beaucoup de provinces. En tout cas, c'est effectif. J'ai reçu des échos, effectivement. Vous n'avez qu'à appeler à l'arrière-pays, on vous dira que ça marche. Voilà, aujourd'hui, il y a une réalité que nous sommes en train de déplorer, c'est la pénurie du maïs, ainsi de suite. Mais le vin est déjà tiré, il faut le boire. Qu'est-ce qu'il faut faire dans l'immédiat pour pallier ou remédier à cette situation?
Il faut faire marcher la Caisse nationale de péréquation pour que la Caisse finance les projets de province et TD au moins de temps, parce que ce sont des cultures saisonnières. Au moins de temps, on aura des maïs. C'est simple, si simple que ça. Mais ça ne se fait pas, c'est ça. Bien que on parle de ça, mais ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas parce que quelque part, les gens croient que il faut importer la les maïs. RDC, c'est Kinshasa. Quand les ministres gesticulent à Kinshasa, ils croient que ça va à l'intérieur du pays. Non. Laissez l'arrière-pays se développer, mettez de l'argent dans l'arrière-pays pour que ceux-là aussi travaillent et qu'ils trouvent de l'argent et que nous aussi nous puissions avoir à manger à Kinshasa suffisamment plutôt que d'importer des œufs, du riz et des maïs. C'est quand même pas normal. Est-ce qu'il n'y a pas moyen aussi de régler un peu, de voir comment réhabiliter les routes et disponibiliser des moyens aussi roulants nécessaires pour permettre l'évacuation de maïs dans les provinces proches de la capitale, comme le Bas-Congo et les Bandundu, ainsi de suite, là où il y a les maïs en quantité industrielle. Bon, écoute, il y a des maïs dans l'abondance. Oui. Kinshasa vit de ces provinces-là. Kinshasa vit de ces provinces-là. Mais je crois qu'en ce qui concerne l'agriculture, nous devrions plutôt passer à l'étape de production industrielle. Parce qu'à ce jour, l'exploitation agricole est vraiment artisanale et on n'arrive pas à satisfaire le grand centre de consommation comme Lubumbashi. Ouais, et ça pose problème. Moi, j'étais étudiant à Lubumbashi. Les maïs venaient toujours de la Zambie. Hein. C'est au marché de Kenya que nous allions nous ravitailler au maïs qui venait de la Zambie. C'est quand même pas normal. Ce que la Zambie fait, beaucoup d'argent que les gens engloutissent ici, même pour la marche ici. On pouvait, comme ça, créer une industrie agroalimentaire et aider la population plutôt que de corrompre les gens, de donner de l'argent aux petits-enfants pour qu'ils aillent s'offrir en chair à canon. C'est quand même pas responsable, ça. Voilà, merci. Parlons autre chose. La guerre à l'Est continue cette guerre bat son plein. Vous avez une solution, vous, personnellement, pour mettre fin à cette accalmie? Non, moi, j'ai toujours dit que il faudra d'abord que nous ayons une armée dissuasive. La population tient à tout prix qu'il y ait de solutions pour mettre fin à cette calamité. Oui, nous devons d'abord avoir une armée, digne de ce nom, une armée dissuasive. Évitons d'avoir comme ça des gens qui commandent et qui n'ont aucune expertise. Voilà, une armée, l'armée, c'est la discipline, c'est l'honnêteté, c'est le mérite. Je crois qu'avec Jean-Pierre Bemba, au fil du temps, on aura une armée digne de son nom. Il y a possibilité de tourner les regards vers la Russie et la Chine pour pouvoir mettre fin au désordre à l'est de la RDC? Absolument. Ça sera une bonne solution? Absolument, absolument. Nous devons le faire sans hésitation. En tout cas, si tout dépend de moi, il faut utiliser tous les moyens pour mettre fin à cette aventure. Parce que ça nous humilie. Ça humilie le Grand Congo, c'est pas bien. Mais la société civile, parce que vous représentez la société civile ici, sur ce plateau, pour le compte de la société civile, qu'est-ce qu'il faut faire exactement pour qu'on parle plus de la guerre à l'est de la RDC? Bon, écoute, l'EAC fait mandat, ouais. La SADC va prendre le bâton de commandement. Il y a les accords de Nairobi, de Bujumbura, de Luanda, tout ça là. Vous pensez que ça va aboutir quand même à des résultats souhaités? Oui, je suis certain que maintenant que nous sommes en train de vouloir réformer l'armée, on va en finir. Il faut réformer l'armée, il faut refonder l'État à travers ces secteurs stratégiques. L'armée congolaise à elle seule va oui, arriver. Mais nous devons d'abord, par rapport sachant que à la guerre, derrière le Rwanda, il y a des grandes puissances, ça n'oubliez pas. Moi, l'autre fois, je vous ai dit sur ce plateau ici que les États-Unis ont échoué au Vietnam. Hein? C'est-à-dire quand le peuple est déterminé, comme c'est le cas dans notre pays aujourd'hui. Le Vietnam, ce n'est pas le Congo. Non, mais écoute, quand un peuple est déterminé, les Congolais, c'est des millions. Hein? Les États-Unis, lorsqu'ils convoitent quelque chose, ils ne lâchent pas, parce que là, avec l'Est de la RDC, le sol et le sous-sol, mais vous en faites pas. Ce qui les intéresse,
Ne vous en faites pas. Je suis très satisfait du degré de la prise de conscience du peuple congolais par rapport à la question. Je crois qu'avec le temps, nous finirons par avoir gain de cause. Les Occidentaux et les autres ne vont pas s'arranger, la communauté internationale ils se sont toujours comportés comme ça, mais comme le peuple ne veut pas, ça ne passe pas. Le peuple ne veut pas. Ça Vous ne voyez pas dans les jours à venir la balkanisation de notre partie Est? Oui, ça a toujours été le cas, mais avec la détermination du peuple, ça ne marchera pas. Le peuple n'en veut pas. Personne ne veut se séparer de l'autre. Le Congo doit rester uni. Avec le propos de Paul Kagame tenu récemment concernant les terres, ça ne cache pas quelque chose. Ce n'est pas un message codé où ils vont en venir en déclarant ça, J'ai toujours dit, moi je savais déjà depuis quand l'AFDEL avançait, je savais que le Rwanda réclamait le Nord-Sud Kivu. Moi j'avais déjà cette information. Ce que Kagame dit là, ça surprend les gens qui n'étaient pas informés. Mais moi je sais qu'il existe une lettre du Rwanda aux Nations Unies réclamant le Nord et le Sud Kivu. Maintenant que l'histoire nous démontre que c'est plutôt le Rwanda qui nous est redevable par rapport à notre espace, eh bien, les Congolais sont au courant et puis on verra comment ça va se passer parce que les rapports entre les États, c'est un rapport de force. Nous devons être forts et prendre notre parti au Rwanda. Vous tenez à ce qu'on puisse refonder l'armée. Ça va prendre du temps, donc ça sera une guerre de longue haleine. Oui, comme l'avait dit le président Kabila, il dit la guerre sera longue et populaire. Effectivement, nous en sommes là. Le Rwanda ne va pas tenir jusqu'au bout. Parce que avoir la détermination du peuple congolais, ça ne marchera pas. Le peuple est déterminé. M. Albert Angbana, comment voyez-vous l'avenir du Congo de demain? Non, j'ai plutôt peur que l'avenir soit, la jeunesse soit... Parce que l'avenir dépend de la jeunesse. Hein. Mais aujourd'hui, on ne prépare pas suffisamment la jeunesse. On a appauvri le Congolais. Maintenant, l'enfant qui devait aller à l'école pour prendre la relève est instrumentalisé, il est dans la rue. Le Congo de demain aspire confiance? Non, mais je crois que nous devons... où les choses semblent évoluer? Non, j'ai toujours dit que nous avons un État en déliquescence que nous devons refonder. Pour refonder l'État, il y a comme ça des secteurs stratégiques. Nous devons commencer à jeter des jalons pour la refondation de l'État à travers ces secteurs stratégiques. Voilà, donc, pour moi, l'enseignement jusque-là piétine encore et que le projet de école gratuite, c'est une bonne chose, mais je crois qu'il faudra qu'avec le temps, nous puissions maîtriser et que tous les enfants aient à l'école. Comme ça, on peut assurer l'avenir de ce pays, parce que c'est la relève de demain. L'avenir du pays, c'est la jeunesse, mais reculons un tout petit peu. Pourquoi l'hôtel de ville avait accepté vous donner l'autorisation qu'il y ait 2 marches à la fois? Donc l'hôtel de ville a accepté 2 ou 3 marches politiques le même jour du samedi 20 mai. Les jeunes aussi de l'Union sacrée ont marché toujours ce 20 mai. Ce sont des désordres bien entretenus. Non, moi je crois que si les itinéraires ne se rencontrent pas, on peut même autoriser 10 marches. Hein. Chacun termine là où il doit terminer. On peut même autoriser 10 marches, ça ne dérange pas. Pourvu que les gens respectent les itinéraires tracés par l'État organisateur de la société. Si la jeunesse est manipulée aujourd'hui, l'avenir de la RDC ne sera pas radieux. Oui, justement, un avenir meilleur comme souhaité. C'est regrettable que ceux-là même qui ont approuvé la population, les prédateurs, hein, vous connaissez, qui a fait quoi avec cet argent-là, privé au peuple, qui ne sait plus faire étudier ses enfants. Maintenant, ces enfants sont dans la rue, on les instrumentalise pour qu'eux arrivent au pouvoir. Je crois que c'est quand même criminel, ça. C'est criminel. Voilà, merci. Nous allons évoluer. Nous sommes en train de nous échanger avec M. Albert Angbana Maté Zimbumbo, auteur de l'ouvrage « Décentralisation politique et administrative, rétrospective d'un processus laborieux et délicat en République démocratique du Congo ». Parlez-nous de votre ouvrage.
Oui, comme je l'ai toujours dit, la décentralisation, il faudra que les gens fassent très attention à la décentralisation, que tout le monde puisse accompagner cette réforme fondamentale pour la refondation de l'État, qui donne des compétences et du pouvoir aux provinces et aux entités territoriales décentralisées pour que le développement vienne de la base. On venait tout à l'heure de parler du cas de la pénurie du maïs dans certains coins de la République. Mais écoutez, si la décentralisation était effective, parce que l'agriculture, c'est une des compétences transférées aux provinces qui doivent les provinces doivent exercer cette compétence-là. Ils ont la possibilité d'organiser des campagnes électorales agricoles. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Vous trouvez que les provinces, la plupart des gouvernants, au lieu d'être dans les chantiers, dans les champs, pour mobiliser la population à produire du maïs, les gouverneurs passent tout leur temps ici à suivre de l'argent parce qu'ils n'en ont pas assez là-bas. Alors que si par exemple une province vous produit, je ne sais pas combien de tonnes de maïs qui vendent là où il y a pénurie, je crois que ça peut aller très rapidement pour que les paysans qui plantent retrouvent et fassent étudier ses enfants et on crée de la richesse localement. Voilà un peu le bien fondé de la décentralisation, qui n'est pas que le découpage, parce que beaucoup de gens confondent décentralisation et découpage territorial. Non. La décentralisation, c'est au fait le transfert des compétences et d'attributions aux provinces et aux entités territoriales décentralisées pour qu'eux puissent créer de la richesse localement. Voilà le bien fondé de la décentralisation. Et c'est ça ce que je suis en train d'expliquer dans mon livre. Donc, il faut que les gens, les dirigeants, la société civile et tout le monde comprennent ce qu'est un peu cette décentralisation pour que nous puissions le porter à bras le corps, pour que nous puissions changer le mode de gestion de l'État qui est le pouvoir à la base, qui est la création de la richesse à la base. Et voilà un peu ça la décentralisation, brièvement. Voilà votre ouvrage intitulé Décentralisation politique et administrative se comporte bien. Est-ce qu'on retrouve ça dans les rayons des bibliothèques de Kinshasa et pourquoi pas de toute l'étendue de la RDC? Oui, il y a un lot qui était envoyé au Congo central. Dernièrement, j'étais en mission en Ituri, à Bunia. J'ai laissé un lot là-bas. Et dans certains endroits, point de vente dans la ville de Kinshasa, au Palais du Peuple, à Memlinga. L'ouvrage est là dans certaines bibliothèques pour la lecture dans les universités. J'ai demandé de donner aussi des livres pour que la jeunesse puisse s'approprier la décentralisation comme mode de gestion du pays. Et le prix, c'est accessible quand même à toutes les bourses. Absolument, absolument. Il faut faire en sorte que ça soit coulé pour que tout le monde prenne connaissance de c'est quoi cette décentralisation. Voilà, c'est pourquoi on ne peut que mettre un prix révolutionnaire pour aider, permettre à tout le monde d'accéder. Voilà, nous sommes à la fin. Message particulier, M. Albert Anguana, surtout martelé sur comment jugez-vous la manière de procéder du gouvernement pour mettre fin à la crise de la farine de maïs dans notre pays. Nous sommes à la fin. Un message. Oui, je dirais simplement que cette crise de maïs, c'est seulement une honte parce que le pouvoir n'accompagne pas suffisamment la décentralisation. Dernièrement, la décentralisation, on avait mélangé décentralisation et ministère de l'Intérieur. Maintenant, on s'est rendu compte qu'il faut les séparer pour permettre à cette réforme d'aller très très rapidement pour permettre au pays de se développer à partir de la base. Donc voilà, il faudra que les gens comprennent que la décentralisation, c'est le passage obligé pour le développement de notre pays, de la République démocratique du Congo, un pays aux dimensions continentales. Voilà, c'était un plaisir énorme d'échanger avec notre invité de ce soir, M. Albert Anguana Matezimbobo, qui est président de la société civile citoyenne. L'actualité, nous avons fait allusion de tout ça dans cette émission, entre autres, qui reste dominée par la marche de l'opposition et la pénurie de maïs dans quelques provinces de la République démocratique du Congo. Vous avez
L'émission remercier la chaîne de référence Antenne, pourquoi pas le preneur de vue. Nous vous remercions, vous téléspectateurs fidèles, de nous avoir suivis avec attention et nous vous promettons de vous retrouver très prochainement pour un autre numéro de votre émission qui vous aimez bien, le rendez-vous. Vous voulez participer, appelez-nous au 081 94 95 181. Une très belle soirée à toutes et à tous.